Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République s'est envolé pour Accra ce samedi dans la capitale ghanéenne. Alassane Ouattara va prendre part demain au double sommet extraordinaire sur le Mali, une réunion des présidents de la CEDEAO et une rencontre des chefs d'État de l'UMOA. Au cœur des discussions, la proposition de 5 ans de transition de la junte militaire. Le mercredi 5 janvier dernier, l'échafaudage sur un chantier d'échangeurs à Yopougon-Jesco fait un mort. Le ministre de l'Équipement s'est rendu hier sur ce site de dédoublement de la route de Dabou. Moment de compassion mais aussi d'encouragement des équipes à continuer l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de sécurité. Et vous l'avez certainement remarqué, il y a du monde qui fréquente les centres de dépistage Covid-19 ces derniers temps. À certains endroits, l'affluence s'est multipliée par 2. Nos reporters sont allés comprendre les raisons de cette forte mobilisation. Pour les soignants, c'est temps de variant Omicron. Chacun veut savoir son statut dès les premiers signes d'une grippe. Et puis demain, dimanche, top départ de la CAN. Enlevé des rideaux, le match Cameroun-Burkina Faso. Un match d'ouverture avec déjà une première polémique. Au moins 4 joueurs testés positifs à la Covid-19 chez les étalons. L'équipe burkinabé en colère compte demander une contre-expertise. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Cette citation de Mpateba sonne plutôt comme une interpellation de la conscience africaine et mondiale. Mpateba, c'est un sanctuaire du savoir, de l'initiation, de la méditation, des enseignements et sagesse de tous les peuples. Grand défenseur de la tradition orale, il est chantre de l'africanité, écrivain, historien, ethnologue, philosophe, arithosophe, il est linguiste et surtout poète. Nous n'avons pas le droit de laisser la bibliothèque brûler. C'est donc pour préserver et promouvoir l'immense ouvrage d'écriture et d'oralité d'Amadou Mpateba qu'une fondation porte son nom depuis 2002. Cela fait 20 ans donc cette année que Rukiatou Mpateba, sa fille, se bat pour faire briller la lumière de ce savoir universel dans le monde. Elle est la directrice de la fondation, l'invitée de la page culture ce soir. Bonsoir Rukiatou. Bonsoir Monsieur Koulibaly. Alors 20 ans cette année, mais c'est surtout 31 ans que ce sage, le sage de Makori, nous a quittés. Mais la bibliothèque toujours vivante, lumineuse, par vos bons soins. D'accord, on en parlera tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité. Et l'actualité, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan ce samedi pour Accra au Ghana. Il prendra part demain, dimanche 9 janvier 2022, à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation socio-politique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, qui est arrivé à Accra au Ghana. Le chef de l'État va donc regagner Abidjan demain après ces rencontres. Et ajoutons que dans la capitale ghanéenne, il sera question de la demande d'une transition de 5 ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser comme prévu les élections fin février 2022, que ce soit des anglophones, les francophones et même les lusophones. Les 5 ans de transition proposés par la junte ne passent pas. Pour le moment, l'unanimité se dégage pour dire un non catégorique à cette proposition. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu ce vendredi sur le chantier de dédoublement de la route de Dabou à Yopougon-Jesco, chantier sur lequel est survenu le mercredi 5 janvier dernier un accident qui a causé un mort, un ouvrier et fait 8 blessés. Amédée Kofi Kwaku a voulu comprendre ce qui s'est réellement passé afin de tirer les leçons de ce drame. Jean-Luc Bambo. C'est sous une pluie battante que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est arrivé sur les lieux du drame. Sous ces gravats, recouverts par une bâche noire, se retrouvent les restes de l'échafaudage qui s'est effondré ici, le mercredi 5 janvier dernier. Un mercredi noir pour le chantier de dédoublement de la route de Dabou à Yopougon-Jesco. Un ouvrier y a perdu la vie et 8 autres blessés. Le ministre situe les responsabilités au terme de sa visite. Il y a quelques problèmes. Nous avons donc demandé à l'entreprise de prendre des dispositions pour ne plus que ce genre de choses puissent se répéter sur ce chantier. Parce que de ce que nous avons vu, c'est simplement la légèreté de l'entreprise. Parce que vouloir mettre des fers sur 5 mètres, c'est-à-dire R+2, sans aucune protection,
pensons que c'est extrêmement dangereux. Je pense que la justice va se saisir de ça dans la mesure où il y a mort d'homme. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette voie qui va donc vers Dabou est une voie extrêmement importante. Les travaux ont été momentanément interrompus, le temps de refaire une évaluation des conditions de sécurité du chantier avec les partenaires techniques. On arrête parce qu'on veut bien comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on aura compris, les travaux vont reprendre parce qu'il faut qu'on puisse respecter les délais. Ce sont des chantiers importants et vraiment on ne souhaiterait pas que ce genre d'incident puisse donc venir perturber l'avancée des travaux. Ce tronçon se subdivisera en une autoroute de 2x2 voies, mais également 2x3 voies, longue de 19 km pour une largeur de 16 mètres avec des accotements et des trottoirs. De Yopougon prolonge à 125 km vers le nord. Les femmes sont installées le long de l'autoroute au carrefour zianois, un danger permanent qui inquiète la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Avec le soutien du Fonds d'entretien routier, une sensibilisation est lancée pour zéro accident sur le tronçon. Le reportage de Espérance Diakale et Cheikh Koné. C'est en Zianois, localité située à 127 km d'Abidjan, que nous rencontrons Minata, vendeuse ambulante de bananes braisées. Bébé au dos, notre jeune mère court le long du trottoir cherchant de potentiels clients, au risque de se faire écraser par un véhicule. Elle n'a que cette alternative pour s'occuper de sa famille. Nous sommes fatigués de courir derrière les gros camions. Il n'y a personne pour nous aider. Pourtant, c'est tout ce que nous avons comme activité pour subvenir à nos besoins. Plusieurs de mes collègues ont été victimes d'accidents. Je souhaite vivement qu'on nous installe sur un parking aménagé, loin de la chaussée. Tout comme Minata, de nombreuses femmes de cet espace sont exposées à de multiples dangers. Certaines d'entre elles ont même été victimes d'accidents de la circulation. Aujourd'hui, elles sont en attente de l'aménagement d'un nouveau parking qui va leur permettre d'exercer leur activité en toute sécurité. Tout le parking est gâté. Tout est détruit à cause des gros camions. Tout ça, ce sont des places qui sont vides, qui sont là. S'ils ont vu le chef, qu'ils ont accepté, ils viennent, ils arrangent. Tout ici, ils vont remplir, fermer, arranger pour aller derrière. Là. Elles vont aller derrière. Si elles vont derrière, là, quand elle va rentrer là, quand elle va aller en bas, il va garer, elles vont vendre. Si elle finit de vendre, là, le car ressort. Il s'en va. Elle sera en bas, elle sera en sécurité. Au cours d'une campagne de sensibilisation dénommée Zéro Accident, initiée par le Fonds d'entretien routier et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, ces femmes ont été sensibilisées sur les risques qu'elles courent en exerçant sur le trottoir. Nous voudrons dire et répéter à nos parents, soyez prudents et écoutez les conseils qui sont donnés, la sensibilisation pour que nous puissions, pour une fois, constater qu'il y a zéro accident sur nos routes. Aujourd'hui, l'État a mis en place 350 milliards, dont 250 milliards dédiés à la construction de 11 marchés de gros au niveau national, de 39 marchés de relais, et il y a 100 milliards dédiés pour la construction et ou la réhabilitation de 67 marchés de détail. Cette campagne, débutée pendant les périodes de fêtes de fin d'année 2021, ne s'est pas limitée en Zianois, elle s'est étendue dans les localités environnantes, notamment Saint-Grobo et Carrefour-Ndoussi. Dans le département de Fresco, la coopérative des femmes du secteur du vivrier dénommée Bokamé, en fait, c'était à l'occasion de l'investiture du bureau de l'organisation, les femmes exhortées à promouvoir la cohésion sociale. Lorgoretti et Jean-Marc Diadji. Ce geste traditionnel marque l'installation officielle du bureau de la coopérative des femmes du vivrier du village de Petit Bondoukou dans le département de Fresco. Cette coopérative dénommée Bokamé signifie soutien en langue locale à Caen. On est content, très heureuse. Pour booster et encourager les activités de ces femmes, la marraine Simone Gbako Aïri, directeur général de la réconciliation, offre 3 broyeuses et un soutien financier. Une action appréciée par les récipiendaires et la chefferie de Fresco. On lui dit grand merci par rapport à tous ces dons qu'elle a fait à la coopérative. Nous sommes très contents parce qu'elle a parlé de réconciliation. C'est notre préoccupation aujourd'hui. Quand il y a développement, c'est lorsqu'il y a la paix. Quand il y a développement, c'est lorsque chacun peut vaquer à ses préoccupations. Et les femmes sont en train de chercher secours. Nous sommes de la région, nous leur proposons non seulement notre soutien, mais nous leur demandons
de venir au secours de la réconciliation pour parler ensemble d'une seule voix. Et nous sommes venus donc les mettre en mission pour qu'à leur tour, dans leur foyer, avec leurs enfants, leurs maris, dans toute la communauté, elles puissent porter plus haut et plus loin le message de la réconciliation. Occasion pour la marraine de mettre en mission l'ensemble des femmes du département de Fresco, les associations et organisations de la région du Boclé. Annoncer la bonne nouvelle, l'eau potable et le calvaire du trajet de la côtière ne seront que de douloureux souvenirs sous peu. Le fonds de prévoyance militaire accompagne 324 militaires et gendarmes à la retraite. Ils ont reçu leur chèque après des décennies de services rendus à la nation, un montant global de 1,5 milliard de francs CFA. Lorgoretti et Abou Sanogo. 324 militaires et gendarmes retraités depuis le 31 décembre 2021 reçoivent des chèques du fonds de prévoyance militaire, un pécule d'accompagnement qu'ils reçoivent en attendant le début du paiement de la pension de retraite. On veut nous remettre un chèque. C'est réconfortant. Aujourd'hui, je pars à la retraite heureux. À la retraite, c'est une bonne chose. Et comme je disais dans mon introduction, ça vient de Dieu. Et je vais recevoir un chèque du fonds militaire qui va m'aider à vraiment à construire ma vie. Et vraiment, sans ça, vraiment, en tout cas, c'est un soutien énorme pour nous. Parce que avant nos devanciers, il n'y a pas ce soutien, n'hésitez pas. Rentrer dans l'armée à 18 ans, après 35 ans de service, ce n'était pas évident au départ. Il a fallu les conseils de nos aînés pour que nous rentrons nous adhérons au niveau du fonds de prévoyance. Et voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est près d'1,5 milliard de francs CFA qu'ils ont reçus au total. Le directeur du fonds de prévoyance militaire et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, n'ont pas manqué d'inviter les bénéficiaires à un bon usage de leur chèque. L'événement qui nous réunit revêt une importance particulière. Il s'agit pour le fonds de prévoyance militaire de permettre, en vertu de la solidarité mutualiste, aux nouveaux retraités d'aborder avec tranquillité la transition vers cette nouvelle étape de leur vie. Chers frères, dames, je vous encourage à faire très bon usage de ce que vous recevrez ce jour pour une retraite paisible, en vous engageant dans des projets ou en améliorant ceux déjà entamés. Le fonds de prévoyance militaire est une mutuelle sociale qui a pour mission de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et recourir à l'amélioration de leurs conditions morales, matérielles et sociales. Dans un autre secteur, un changement à la tête de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Coulibaly Penanyaba passe la main à une dame, Diomandé Massanfi. Il a passé 3 années comme président de l'institution. Marie-Loïs Trilirou, Salimatou Dia. En fonction depuis 3 ans, le président du Conseil de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Coulibaly Penanyaba, passe la relève à Diomandé Bamba Massafi. Durant 3 ans, le président sortant et les membres de son conseil ont mené des actions permettant ainsi à l'institution de demeurer incontournable. Et aujourd'hui, vous trouverez une administration un peu plus moderne dans sa gestion qui permet le déploiement de toutes les missions, les prérogatives des régulateurs qui ont été données à cette instance qui tend à devenir institution. Nous pouvons noter donc la mise en place, l'adoption par le Conseil des ministres en septembre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Nous avons l'accréditation des acteurs de la commande publique, des professionnels déjà sur le terrain, qui sont donc reconnus désormais comme tels. La nouvelle présidente de l'ANRMP, Diomandé Bamba Massafi, entend renforcer les acquis de l'institution pour la rendre encore plus efficace. Nous allons nous évertuer à préserver ces acquis-là et à essayer, avec le meilleur de nous-mêmes, à bonifier ces acquis, à les consolider. Avec toutes les actions à mener, la nouvelle présidente et son conseil entendent, dans les mois à venir, faire de l'ANRMP une institution qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en améliorant la gestion des marchés publics. Intéressons-nous à la cérémonie des récompenses des meilleurs acteurs Who is Who in Côte d'Ivoire. 92 personnalités du pays distinguées au cours de l'année 2021. Ces personnalités vont apparaître dans une revue. Le président de la République, Alassane Ouattara, figure en bonne place dans ce classement pour ses actions de développement. Issa Tionayo. Plusieurs personnalités
ayant marqué l'année 2021 dans divers domaines d'activité, dont le président de la République, Alassane Ouattara, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, distingués dans une revue. 92 au total pour être des modèles dans leurs domaines respectifs. Si nous sommes là, c'est vrai, c'est un sentiment de fierté, mais en même temps, c'est une pression supplémentaire qui est sur nous, parce que chez nous, on dit, très communément, le tout, c'est pas d'arriver au-dessus de la montagne, le tout, c'est pas d'arriver en haut, mais c'est de se maintenir. Ça fait la 3e fois que je suis choisi pour être dans ce Ouzou. C'est pas facile, ça nous donne envie de faire plus. Et c'est un message aussi que je voudrais envoyer aux entrepreneurs comme moi, car vous savez, je fais la promotion des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. C'est de leur dire que lorsqu'on travaille, lorsqu'on pousse, on peut y arriver. Pour l'initiateur de cette cérémonie de distinction, Wu Izou, une Côte d'Ivoire, Russell Doré, la jeunesse a besoin de repères, ce qui justifie la publication d'un tel document. C'est une initiative qui est en pas d'être une institution eu égard à l'intérêt que ça suscite, non seulement au sein même de nos meilleures cartes nationales, mais tout aussi au sein de la diaspora et surtout la jeunesse, parce que cette initiative, en fait, l'objectif principal, c'est de donner à nos jeunesses des parcours inspirants. Cette revue n'est pas un document à grand tirage. Il est tiré en nombre limité et distribué à des endroits clés. Au nord du pays, le Conseil régional de Tchologo multiplie les actions pour le bien-être des populations. Il équipe les écoles et centres de santé, ambulances, des équipements médicaux, des tracteurs, des salles de classe et des permis de conduire. Le tout pour un montant global de 519 millions de francs CFA. Affaire Kessédougou, le reportage de Kader Sogodogo. L'année nouvelle commence bien pour la population de la région de Tchologo. Elles viennent de bénéficier d'investissements dans divers domaines. La santé, avec 6 ambulances flambant neuves, la construction d'un pavillon pédiatrique, l'équipement du bloc opératoire du CHR de Fekessédougou et du matériel biomédical. L'éducation avec la construction de 3 bâtiments de 3 classes avec bureaux et latrines à Fekessédougou. 800 prises en charge scolaires. Il vient de recevoir au moins un bon de la part du conseil régional. En toi, nous sommes très contents de lui. Nous les remercions. Les jeunes, avec 120 bons de permis de conduire, un tracteur offert à 2 coopératives, des bons pour des personnes vulnérables et des dons aux orphelinats. Ce sont ainsi plus de 519 millions de francs CFA qui sont consacrés à toutes ces actions du conseil régional. Au point de vue de l'hydraulique, ce que nous exposons aujourd'hui, c'est un nouveau site de forage, un forage amélioré, les HVA comme nous les disons, les hydrauliques villageoises améliorées, qui évite maintenant l'effort humain. C'est l'énergie solaire que nous utilisons pour la plupart de ces forages. C'est cette innovation que nous avions apportée dans le conseil ces derniers temps et que nous voulons vraiment partager avec nos différentes populations. Le conseil régional du Tchologo sera toujours là avec ces populations pour les accompagner. Un soulagement pour tous les bénéficiaires. Je voudrais tout simplement dire merci au nom de ces populations à monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Donc nous allons veiller à ce que tous ces dons soient entretenus et servent à ce pourquoi ils ont été offerts. Le conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, entend mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins des populations. D'autres actions sont annoncées pour les mois à venir. La Covid-19 particulièrement virulente ces derniers temps. Attention, vigilance. Voici le point en chiffres. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 411 nouveaux cas de Covid-19, 1485 guéris, un décès malheureusement. À la date du 8 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 76 732 cas confirmés, dont 65 721 personnes guéries, 733 décès et 10 278 cas actifs. Au total, 7 339 282 doses administrées contre la Covid-19.
Et en ce début d'année, la population abidjanaise fréquente de plus en plus les centres de dépistage Covid-19. Pour comprendre cette affluence, une équipe de la RTI s'est rendue à Makori, Treichville et Cocody et il ressort que chacun veut être situé dès les premiers signes d'un état de grippe. C'est un reportage de Sèche Parcom Didi et Sadima Toudia. 10h30 ce vendredi 7 janvier à Treichville. Le centre de dépistage enregistre un bon nombre de volontaires au dépistage. Avant les fêtes de fin d'année, on était pratiquement à 200 à 300 prélèvements par jour. Et maintenant, nous sommes à 700 prélèvements par jour. Donc vous voyez bien que le nombre a été multiplié par 2, l'affluence a été multipliée par 2. Les fêtes de fin d'année. Il y a aussi le nouveau variant dont la contamination est très rapide. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cas positifs. Et donc, les gens viennent se faire dépister pour connaître au moins leur statut. Venue avec ses 3 enfants, cette dame a été en contact avec un cas positif. Pour elle, il est important de lever tout équivoque. On a déjà fait le test, mais on revient encore vérifier. Les étudiants également sont de la partie. L'école m'a demandé de venir faire le test. Je suis venu faire le test contre la Covid-19 afin de me protéger, de protéger mon entourage. Le cap est mis sur le centre de dépistage de la commune de Makori, qui connaît également une affluence après la période des fêtes. Constaté une grippe saisonnière qui a pris pratiquement toute la ville d'Abidjan. Donc, vu les signes qui s'apparentent aussi aux signes de la Covid. Donc, il va de soi que les usagers viennent se faire dépister pour savoir leur état de santé. Le contrôle est une obligation pour Church, car son employeur l'exige. À la demande du service, je fais mon test. Compte tenu du fait que je viens de congé, donc je fais mon test pour pouvoir reprendre. À Cocody, Bintou Sanogo a décidé de faire son test au vu de la flambée des cas positifs. Je suis venue hier, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu me faire dépister. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis venu très tôt, ici sur le site de Saint-Jean-Cocody. Et je viens à peine de faire mon dépistage, donc demain j'attends mon résultat. C'est une population consciencieuse face à l'augmentation fulgurante des cas positifs qui a pris d'assaut les centres de dépistage afin de bouter la Covid-19 de son quotidien. En politique, dans le centre du pays, les responsables du collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence occupent le terrain. À Bouaké, un meeting de remobilisation des membres, le ministre des Transports, Amadou Koné, exhorte les militants de l'organisation à œuvrer pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Charles Tatou. Mouvement de soutien aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara. Le collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence se veut aussi une structure œuvrant pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. D'où le thème « Quelle contribution des mouvements et associations à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix pour une Côte d'Ivoire solidaire ?» Thème au centre de cette mobilisation qui marque la rentrée politique du COMAD. Pour le président du comité d'organisation, de nombreux défis attendent la Côte d'Ivoire. Pour consolider les acquis de cette nouvelle ère, l'ère de la transformation, il nous faut œuvrer en tant que jeunes, membres de mouvements et associations, au maintien d'un climat apaisé, gage d'une durabilité au développement. Le ministre des Transports a présidé le meeting de remobilisation des jeunes militants de base du RHDP. Amadou Koné insiste sur l'union et l'attente des leaders de jeunes en vue de la réussite de leurs différentes missions. Ensemble, nous avons travaillé pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la stabilité, pour que, enfin, puisse démarrer la reconstruction de Bouaké et de la région de Béké, comme est en train de le faire le président Alassane Ouattara. Le COMAD entend effectuer dans les jours très proches une tournée nationale. Elle vise à mettre en mission les jeunes pour le soutien des actions de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Un nouveau parti politique vient de voir le jour. Retenez le nom, la Côte d'Ivoire, Nouvelle Espérance. Les responsables de cette formation entendent jouer leur partition dans le développement du pays. Éric Goré. Côte d'Ivoire, Nouvelle Espérance est un nouveau parti politique qui vient enrichir le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Nouvelle Espérance entend valoriser toutes les activités professionnelles et la promotion des talents africains
sans oublier le respect des libertés individuelles et des droits de l'homme. C'est Mengessan qui a été élu président de ce nouveau parti politique à l'issue d'un congrès constitutif. Le nouveau président entend pleinement jouer son rôle sur la scène politique ivoirienne. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin de valeurs nouvelles. Nous avons besoin de personnes qui peuvent incarner les aspirations profondes du peuple de Côte d'Ivoire. Pour nous, tous ces éléments constituent nos atouts sur lesquels nous allons nous appuyer, nous allons travailler afin de pouvoir être prêts pour 2025. Le nouveau président se dit prêt pour travailler à l'égalité sociale avec une perspective de construire un avenir radieux pour la nation ivoirienne. Au thème de ce congrès, Mengessan a échangé avec la presse pour donner plus de détails sur cette nouvelle formation politique. Nous sommes la Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance. Nous allons frayer notre chemin. Et si les Ivoiriens sont convaincus de ce que nous sommes en train de dire, et si notre personne reflète ce que nous disons, il n'y a pas de raison que des personnes ne soient pas mobilisées pour nous accompagner dans cette aventure. Avec ce nouveau parti politique qu'enregistre la Côte d'Ivoire, la démocratie est sur la bonne trajectoire et continue son chemin, selon quelques leaders d'opinion rencontrés au cours de ce congrès constitutif. En sport, l'actualité, c'est la CAN 2022 qui démarre demain. Au Cameroun, le pays des lions indomptables n'avait plus organisé la CAN depuis 1972. Une anomalie pour ce pays majeur du foot africain, quintuple vainqueur du tournoi. En levée des rideaux demain, le match Cameroun-Burkina Faso, un match d'ouverture avec déjà une première polémique. Au moins 4 joueurs cadres testés positifs à la Covid-19 chez les étalons. L'équipe burkinabé en colère compte demander une contre-expertise. C'est un scandale, on nous doit des explications. Tempête Bertrand Traoré, le capitaine de l'équipe. Et pour cette CAN Cameroun, une voix devait nous la faire vivre. Journaliste accrédité, Benson Pierraka ne sera pas dans les stades comme prévu. Le journaliste sportif à la RTI s'en est allé en décembre dernier. L'homme a plusieurs années durant écumé les stades d'ici et d'ailleurs pour nous faire vivre sa passion. Hélas, la grande faucheuse en a voulu autrement et sa famille sportive, sa famille biologique, sa femme et ses enfants, admirateurs, parents, tous l'ont accompagné de la levée du corps à Yvosep-Treichville en passant par l'église méthodiste unie Israël de Treichville jusqu'à l'inhumation au cimetière municipal de Grand-Massam. L'inattendu, une CAN Cameroun sans Benson Pierraka qu'il repose en paix. C'est l'heure de notre rendez-vous culturel. Commençons en littérature avec Porter la parole, un sacerdoce. C'est le titre de l'œuvre de Joël Nguessan, un ouvrage de 17 chapitres qui retrace ses 10 années de prise de parole au service du RDR et du président Alassane Ouattara. Jean-Marc Djadji. Le porte-parole est celui en qui le décideur reconnaît toutes les qualités nécessaires pour dire ce qu'il aurait pu dire ou voulu dire. Une parole forte tiré de la préface de la chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dans le livre « Porter la parole, un sacerdoce » du ministre Joël Nguessan. Un ouvrage de 531 pages et de 7 chapitres que l'auteur présente à la presse nationale. Une œuvre mémorielle qui relate ses 10 années comme porte-parole du chef de l'État. Pour lui, ce métier est tout sauf aisé. Le porte-parole, c'est celui qui saisit la pensée profonde du chef et qui peut transmettre cela pour que la mission que le chef lui a confiée soit une mission parfaite. C'est un peu ça, mais c'est pour ça que je dis c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ça veut dire, il faut connaître le chef, il faut connaître sa pensée, il faut voir sa vision et s'intégrer dans cette vision. L'ouvrage « Porter la parole, un sacerdoce », c'est aussi des anecdotes sur le président Alassane Ouattara. Il laisse ses interlocuteurs être responsables de leurs convictions et aller au bout de leurs convictions. Il ne nous imposait rien. Le recueil « Porter la parole, un sacerdoce » est une invite à feuilleter nos vies individuelles et collectives. Prolixe en écriture, le ministre Joël Nguessan est à sa 6e publication.
Et on retrouve notre invité de la page culture, la directrice de la fondation, Amadou Hampateba. Bienvenue, Rokiatou. Merci. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le caractère d'universalité de l'homme, du savoir de Amadou Hampateba? Mais bien que ces connaissances soient issues des zones aurifères de notre civilisation, aidant les Africains à mieux se connaître, mais ne s'adressent pas qu'aux Africains, et s'adressent à l'humanité dans son entièreté. Et dans l'arène internationale, il a pris la parole pour l'Afrique, pour aider les Africains eux-mêmes à mieux se connaître, parce qu'il a eu la chance d'être un initié, donc d'être allé à l'école africaine avant cette école européenne, mais il a su s'ouvrir aux autres civilisations. Et le caractère universel de son œuvre trouve sa matérialisation à travers différentes traductions. On a des œuvres d'Hampateba traduites en grec, en italien, en néerlandais, en japonais. Donc Hampateba n'appartient plus à son pays, le Mali, et son pays d'adoption à la Côte d'Ivoire. Il appartient à l'Afrique et au-delà. Oui. Et parlons de ce savoir universel. Je tiens ici entre les mains Vie et enseignement de Tierney Bokar, le cheikh Tidjania, un ouvrage qui se présente comme une histoire de la spiritualité universelle avec le sage de Badjangara, sur qui la lumière de Dieu a brillé, a dit Hampateba dans cet ouvrage. Alors, préserver les œuvres de Amadou Hampateba, ça semble quand même une tâche immense. Pendant ces 20 ans, comment vous fonctionnez à la Fondation? C'est une tâche immense, mais en même temps exaltante. Elle est l'expression de l'amour d'une fille pour son père, d'une élève pour son maître. Et il me l'a demandé avant de mourir, parce qu'il souhaitait qu'après sa mort, parce que l'ensemble de son fonds documentaire soit mis à la disposition des chercheurs, de préférence en Côte d'Ivoire. Et donc, il a consacré toute sa vie, fruit de 65 années de recherche. Et donc, il convient que nous conservions ces manuscrits, ces véritables trésors culturels, nulle autre part consignés, que s'ils disparaissaient, c'est un pan de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité qui s'engloutirait avec elle. On se rappelle de ce discours de 1960 à Paris, à l'UNESCO, d'ailleurs, qui permet aujourd'hui à tout le monde de savoir quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. En réalité, c'était en 1960 à l'UNESCO. Alors, en revenant sur cette mission de Amadou Hampateba, en 20 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Vous pensez que vous tenez la mission, que ça va, ça se passe bien? Je tiens la mission grâce à l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu l'effort de création de la Fondation en 2002. Il faudrait ici dire que la Fondation est l'histoire d'une amitié séculaire qui a uni Amadou Hampateba au président Félix Houphouët-Boigny. Et que Amadou Hampateba repose dans cette terre ivoirienne. Et comme on le rappelait, c'est lui qui a souhaité qu'après sa mort, cette fondation, enfin une institution voit le jour, et nous avons respecté cette volonté testamentaire. Et depuis, le président Houphouët et tous les gouvernements successifs n'ont pas manqué de sollicitude pour la mémoire d'Amadou Hampateba. Et l'organisation est reconnue d'utilité publique depuis 2013. Oui, en 2002, elle a été créée. En 2004, nous avons eu un siège. En 2008, restauré. En 2011, installé dans les locaux. En 2013, le président Alassane Ouattara la reconnaissait comme association d'utilité publique. En 2019, nous avions la visite de la directrice générale de l'UNESCO qui a décidé de s'engager aux côtés de la Fondation pour la sauvegarde de ce patrimoine en vue de son inscription au registre Mémoire du Monde. Donc c'est une bonne nouvelle, surtout pour ces 20 ans au service de ce grand savant, ce grand penseur africain. Et c'est un patrimoine justement qui doit vivre, comme on le voit dans cet élément des Sèches, pas comme Didi et Moussa Konaté. La Fondation Amadou Hampateba a 20 ans d'existence cette année. Lancée sur le fonds baptismaux le 9 janvier 2002 en Côte d'Ivoire,
Cette fondation a été mise en place pour respecter la volonté de ce savant et grand penseur africain décédé en 1991. Ce que j'aurais à dire, si je n'arrive pas à le dire moi-même, il se trouvera dans le papier. Et j'ai une bibliothèque, j'ai des archives assez bien fournies. Et je léguerai ça à la culture africaine. Amadou Hampâté Bâ, c'est une vingtaine d'œuvres publiées qui continuent d'instruire le monde entier. On peut citer entre autres L'étrange destin de Wangrin, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Kaïdara, Coépouse Bossu, Il n'y a pas de petite querelle. Cette fondation se fixe comme objectif majeur de préserver ce patrimoine documentaire d'Amadou Hampâté Bâ qui compte à ce jour environ 150 000 pages numérisées. L'UNESCO soutient la fondation dans ce travail de numérisation. Plusieurs activités vont meubler la célébration des 20 ans d'existence de la fondation Amadou Hampâté Bâ. Il s'agit entre autres d'ateliers, de colloques, de tables rondes, de contes et de galas pour une levée de fonds. Alors on a cette nouvelle de l'UNESCO qui s'engage. Est-ce qu'au niveau africain, on a par exemple l'Union africaine ou d'autres organisations sur le continent qui prennent aussi ce genre d'engagement pour que vive cette mémoire de Amadou Hampâté Bâ? C'est notre souhait le plus grand. Nous avons 20 ans d'existence, donc la fondation est majeure. Pour les 20 prochaines années, nous souhaiterions vraiment que les institutions internationales africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, puissent prendre cet héritage que nous avons en commun pour immortaliser en reconnaissance à ce que Amadou Hampâté Bâ a fait, les combats qu'il a menés pour une Afrique décomplexée, pour une meilleure connaissance de l'Afrique. Parce que si des personnes comme Amadou Hampâté Bâ n'avaient pas existé, comme pont entre les différentes générations, nous aurons perdu une source féconde. Donc il appartient donc à notre communauté, à cette union, de pourquoi pas instituer une journée Amadou Hampâté Bâ internationale pour le dialogue des cultures et des religions. Et ça me permet en même temps de vous poser la question sur le contenu de la célébration de ces 20 ans de la Fondation cette année. Alors, à quoi est-ce que ça va ressembler, cette célébration? Alors, ce sera des ateliers déjà qui ont commencé avec des enfants, des ateliers sur l'oralité, sur les contes. Et nous envisageons aussi de faire un colloque international sur la question de tolérance chez Amadou Hampâté Bâ, intérêt pour les sociétés contemporaines. Bien sûr, nous avons aussi un concours dédié à la jeunesse, ma réponse à la lettre à la jeunesse d'Amadou Hampâté Bâ, une lettre qu'il avait écrite en 1985 et qui est d'une actualité cuisante. Et ensuite, bien sûr, le nerf de la guerre, un gala pour lever des fonds pour continuer de sauvegarder ce patrimoine. Et en mai, ça va faire 31 ans qu'il disparaît. Peut-être que qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre? Ou alors vous focalisez seulement sur la fondation qui a ses 20 ans? Déjà, depuis 30 ans qu'il est parti, 31 ans bientôt, chaque année, nous avons voulu commémorer cet événement, mais en 20 ans, ça aura un cachet différent, plus particulier. Mais il faut dire que Hampâté Bâ appartient à tous. Donc nous vous convions tous à nous accompagner pour cette célébration. C'est le lieu d'ailleurs de remercier la RTI et sa direction qui n'ont de cesse d'accompagner la Fondation dans ses activités depuis le début. Oui, on a un peu d'Hampâté Bâ, chacun d'entre nous. En lui, j'en suis quand même un tout petit passionné. J'ai sorti ma petite collection, le petit Baudiel, vie et enseignement de Thierno Boka. J'ai coulé l'enfant Peul, oui, mon commandant, le transdestin de Wangrin, et puis Kaïdara. Bon, voilà la petite collection. Mais il m'en manque quand même pas mal. Ndiedo, qui est la mère de la calamité, Jésus vu par un musulman, etc. Mais il y a surtout ce trésor caché, ces manuscrits de Hampâté Bâ qui ne sont pas encore publiés. On a envie de savoir qu'est-ce qui nous cache là-bas. Alors, les œuvres publiées ne sont qu'une petite partie de l'iceberg. Comme on le disait, c'est 70 années de recherche. Donc, nous avons déjà recensé plus de 400 à 500 conférences qui s'ouvrent à différents genres, différentes thématiques, et qui sont encore autant d'œuvres qui vont être publiées. Il y a des centaines et des centaines de livres.
Et c'est à juste titre que le professeur Zadi Zaourou me demandait une fois, mais de combien d'heures se composaient les journées d'Ampateba pour produire autant en une vie. Parce qu'il disait qu'il avait conscience qu'il était à une période charnière, parce qu'avant lui, l'histoire de l'Afrique était transmise et transcrite par les autres. Mais il est le père de la francophonie. Il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit en gardant le génie de la symbolique Peul. Oui, et c'est justement ce qu'il disait. Il dit « Lorsque j'écris, c'est de la parole couchée sur le papier ». Exactement. On sent vraiment le côté il disait aussi, très traditionnel, oui. Il disait aussi qu'il n'écrit pas le français, mais il écrit en français. D'accord. Le français lui sert de support pour traduire sa pensée Peul profonde, parce qu'il pense en Peul et il traduit en français. Donc c'est vraiment juste un moyen, c'est tout. Mais ça se voit vraiment dans ces... Merci beaucoup, Rokiatou Ampateba, la directrice exécutive de la Fondation Ampateba qui a ses 20 ans cette année. Merci beaucoup. L'invité de la page culture, donc il nous reste à chacun plus qu'à contribuer à faire vivre dans le présent les œuvres de ce géant de la mémoire. Peut-être rapidement pour terminer, Rokiatou. Donc ces œuvres d'Amadou Ampateba sont là. Et Ampateba nous disait qu'il faut aller dans la zone aurifère de notre civilisation pour pouvoir en retirer l'essentiel. Et je confie cette fondation à tous pour le porter, pour que le message universel d'Amadou Ampateba demeure. Merci, Rokiatou Ampateba. Et je rappelle pour terminer dans l'actualité nationale que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Accra au Ghana. Il prendra part demain, dimanche 9 janvier 2022, à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation socio-politique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Le président de la République est arrivé donc à Accra aujourd'hui au Ghana pour ces deux rencontres sur la situation au Mali. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain après donc ces rencontres. Et ce soir, pour terminer, ce sage d'Afrique, Amadou Ampateba, que nous citons pour refermer ce journal, d'envie et enseignement de Tierno Bokar, disait « L'arc-en-ciel doit sa beauté au ton varié de ses couleurs ». Dieu le voulant, on se retrouve demain.